Monsieur le député, je vous en prie. Merci, mes chers collègues. Madame Rabault, vous avez produit un effet sur nos collègues, sans aucun doute, mais vous avez dit des choses fortes d'ailleurs. Je m'adresse à tous, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous voici au terme, si je puis dire, d'une longue procédure d'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de programmation, autrement dit du budget de l'État pour l'année 2018. Il aura fallu 45 jours de débat public pour aboutir à ces textes dans leur version définitive qui, avouons-le, ressemble malgré tout étrangement à ce qu'ils étaient au point de départ. Car telle est désormais la loi de cet hémicycle. C'est l'application, je le dirais tout simplement, de la version la plus autoritaire de la Ve République. Le président de la République décide, le gouvernement applique et la majorité parlementaire approuve. Quant à nous, opposition, nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais peu de choses est entendu. Rien n'est concédé, aucune modification n'est admise, aucun amendement ou presque de l'opposition n'est accepté s'il n'a pas été au préalable approuvé. Par exemple, nous avons déposé 725 amendements. Sur quoi vous en avez retenu, me rappelait mon collègue Coquerel, 2 ou 3 au mieux, qui, sans faire injure à ces grandes victoires, sont tout de même des amendements assez cosmétiques. Je le dis ici, à cette tribune, pour définitivement faire un sort à ceux qui répètent, pour nous flétrir, que nous n'aurions pas de programme. Nous en avons un, nous le défendons dans cet hémicycle, par des centaines d'amendements, et vous les refusez tous. Vous ne ferez pas croire aux Français que vous êtes les seuls à avoir une politique. Nous avons des propositions, un contre-budget. Et je m'afflige d'ailleurs de voir un ancien président de la République reprendre le micro il y a 2 jours pour parler de nous et dire que nous n'aurions pas de programme. Que cet homme, au moins, ait la délicatesse de lire le programme de la France insoumise. Il était présent lors de l'élection présidentielle, ça s'appelle l'Avenir en commun, et il est défendu régulièrement à cette tribune par moi-même et mes camarades. Donc 725 amendements, vous n'en avez quasiment retenu aucun. Pourtant, ils auraient enrichi indiscutablement ce document important. L'opposition peut tenter de débattre, vous n'entendez pas, ces amendements sont rejetés, etc. etc. Pourtant, vous avez attribué 9 milliards d'euros de cadeaux aux plus grandes fortunes du pays. Cela a été dit, c'est le fond du problème. Ça représente 10 millions d'euros chaque heure. Oui, 10 millions d'euros chaque heure qui passent des poches de l'ensemble de la population aux plus riches. 10 millions de l'heure, c'est tout de même assez incroyable. L'accaparement des richesses par ceux qui possèdent déjà presque tout, disons-le tout net, ne vous inquiète pas. Et semble même parfois vous satisfaire. Vous pensez même que c'est utile, si je dois vous reconnaître une forme de vertu à vous. Je veux bien concéder peut-être que vous êtes honnêtement convaincu par cette logique, mais tout démontre aujourd'hui que cela va dans le mur. Ça a été rappelé, et un grand quotidien du soir encore, hier soir, a publié une enquête sur le plan mondial, européen et national qui montre l'aggravement des inégalités. Et c'est ça qui aurait dû surplomber l'ensemble de vos réflexions. C'est ça qui aurait dû être l'élément qui avait pour toile de fond toutes les lignes forces de ce budget. Et ce n'est pas ce que vous avez retenu. Vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a toujours plus de pauvres dans le pays, toujours plus de mal soignés, toujours plus de mal payés, toujours plus de maltraités. Les inégalités se creusent. La pauvreté progresse, le chômage augmente, la précarité se généralise, l'espérance de vie en bonne santé au mieux stagne, voire même régresse. 4 millions de Français sont mal logés. Le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de 50% en 10 ans. En 2015, près de 20 000 personnes ont été répertoriées comme vivant dans l'un des 582 bidonvilles de France, dont 12% sont situés en Seine-Saint-Denis, département dont j'ai l'honneur d'être député. Dans la 5e puissance économique mondiale, on trouve actuellement 9 millions de pauvres, soit près de 15% de la population. Les Français sont nombreux à vivre difficilement, bien qu'étant au-dessus du seuil de pauvreté. 44% des foyers modestes, c'est-à-dire vivant avec moins de 1 200 € par mois, ont du mal à se procurer une alimentation saine, leur permettant de faire 3 repas par jour. Ces mêmes ménages avouent pour 39% avoir du mal à payer les actes médicaux, soit une hausse de 3 points en seulement un an. Rien de tout cela ne vous semble une urgence, une nécessité de rupture à vos yeux. Il faut rester dans le clou des diktats européens, ne pas dépasser les 3% de déficit public. Voilà ce qui compte à vos yeux. Restez dans le cadre de ces exigences européennes, même si bien souvent ceux qui portent ces exigences n'ont été élus par personne. Ces exigences qui condamnent, sur le plan européen comme sur le plan national, près de 500 millions de personnes dans des cadres de politique d'austérité. Pour se conforter à ces règles d'or, il faut avancer dans le sens de ce que vous nous avez proposé.
baisser les APL pour les plus fragiles, augmenter la CSG, baisser les salaires ou refuser de les augmenter, affaiblir la sécurité sociale, s'en prendre au code du travail, finalement ne pas agir pour rompre avec le système productiviste, limiter, et même s'il le faut, les libertés publiques, mettre à mal l'hôpital public, ne pas renforcer l'école publique, ne pas renforcer l'enseignement supérieur. Voilà ce que cette nouvelle majorité s'applique à mettre en œuvre, alors que pourtant, longtemps, notre pays a été envié par nombre de nos amis européens ou dans l'ensemble du monde. On nous enviait notre code du travail, notre sécurité sociale, cette solidarité nationale, notre système démocratique. Mais ce projet de loi de finances 2018 condense toutes ces attaques. Vous auriez pu emprunter un autre chemin. Et il n'est pas juste de dire qu'il n'y a aucune alternative possible. En faisant cela, l'urgence aurait été de pourchasser la fraude sociale. Ça aurait été de refuser de réduire les APL, de refuser de stigmatiser la fonction publique, de refuser de casser le droit des salariés et de refuser d'autoriser le saccage de la planète. L'urgence aurait été de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, qui coûtent à elles seules 100 milliards d'euros à l'État chaque année. 100 milliards d'euros, c'est plus important encore que le déficit public. Il y a là une urgence. Prenons pour exemple qu'il serait absurde de chercher à éteindre un petit foyer en train de naître quand un brasier de notre côté de la maison est en train de se développer. 100 milliards d'euros qui échappent chaque année aux recettes de l'État. C'est à cela qu'il faut s'en prendre et ne pas limiter les dépenses publiques si nécessaires à notre population. Alors, vous auriez pu faire autre chose. C'est ce qui était comporté dans notre contre-budget qu'a présenté tout à l'heure mon ami Éric Coquerel et sur lequel il faut revenir car cela montre concrètement, pour ceux qui nous écoutent, que d'autres pistes sont possibles, d'autres choix sont faisables. Ça nécessitait du courage. On aurait pu commencer par lisser l'impôt en 14 tranches, de manière à ce que chacun puisse contribuer en fonction de ses besoins, et ceux qui ont la chance et l'honneur d'être les plus riches, contribuer davantage. Vous auriez pu augmenter la TVA pour les produits de luxe, et la réduire, bien sûr, pour les achats de première nécessité. Vous auriez pu augmenter l'impôt pour les sociétés du CAC 40, et réduire l'impôt pour les petites et moyennes entreprises et les TPE. Vous auriez pu fixer un héritage maximum pour éviter la perpétuation des inégalités. Vous auriez pu supprimer les niches fiscales qui coûtent si cher à notre pays, alors qu'elles ne rapportent qu'aux plus riches. Vous auriez pu abroger le CICE, le pacte de responsabilité, le crédit d'impôt recherche, tous ces dispositifs qui offrent aux grandes entreprises des rémunérations sans qu'elles nous donnent rien en retour. Vous auriez pu augmenter le RSA, le minimum vieillesse, l'allocation d'adultes handicapés, tous les minima sociaux pour les placer au moins au-dessus du seuil de pauvreté. Vous auriez pu augmenter le SMIC, car on peut parler du SMIC, même quand il y a des événements tragiques dans notre pays, n'est-ce pas? Merci. Vous auriez pu augmenter le SMIC. Pardon, cher ministre, je faisais référence à autre chose, à un tweet de ma part. Je vous en prie. Oui, on doit pouvoir parler du SMIC en toutes circonstances et exiger sa juste augmentation. Mais excusez-moi, je me parlais à moi-même, mes chers ministres. C'est déjà pas mal. Car vous-même, ça vous est arrivé dans votre vie d'avoir parfois peut-être des désaccords avec vous-même. Je l'ai remarqué. Vous êtes connu pour ça d'ailleurs. Mais n'est-ce pas? Bon, allez, restons-en là, cher ami. Donc voilà notre contre-budget. Vous auriez pu investir 15 milliards supplémentaires dans l'école, garantir une éducation publique obligatoire jusqu'à 18 ans. Vous auriez pu recruter 60 000 enseignants, stopper les fermetures d'hôpitaux, rénover les universités, construire les logements sociaux, etc., etc. Vous auriez pu surtout limiter les écarts de salaire de 1 à 20 dans l'entreprise, cher rapporteur. Les écarts de salaire de 1 à 20 dans l'entreprise, pour renforcer le droit de contrôle des citoyens sur les élus, etc., etc. Vous auriez pu faire tant de choses. Tout cela n'a pas été fait. Et les inégalités ne cessent de se creuser. Le produit intérieur brut du pays n'a jamais été aussi élevé, et pour autant, ça signifie qu'il y a plus d'argent, mais jamais les inégalités n'ont été à ce point en train de se creuser. Les moyens sont là, il manque la volonté pour parvenir à ce monde dans lequel nul ne triompherait de l'échec de l'autre, nul ne s'enrichirait de la pauvreté de l'un et l'autre, nul ne se réjouirait du malheur de l'autre. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le projet que vous nous présentez ne répond pas aux enjeux du moment, il n'accorde rien de significatif à ceux qui n'ont rien, il offre tout à ceux qui ont tout. Il se situe, hélas, dans ce qui a été présenté tout à l'heure, dans ce creusement des inégalités. Aujourd'hui, qui profite aux 1% les plus riches, cela a été dit, qui ont vu leur fortune personnelle augmenter de 98% depuis 1983. Ces 1% les plus riches, ça représente 500 000 familles. Serez-vous le gouvernement de ces 500 000 familles, obéissant au président non seulement des plus riches, mais le président des 500 000 plus fortunés, qui, grâce à vous, reconnaissons-le, verront leur fortune encore s'accroître. C'est la mauvaise direction. Oui, 500 000, c'est déjà mieux que 300, vous direz.
mais ça reste 500 000 sur un pays de 66 millions. Voilà, mes chers collègues, vous l'aurez compris, après toutes les heures de débat que nous avons eues, je ne vous ai pas fait l'injure de rentrer dans tous les détails, mais le désaccord avec nous reste profond. Voilà pourquoi nous voterons contre, évidemment, ces deux textes. Et voilà pourquoi nous, avec opiniâtreté, nous défendrons nombre d'amendements durant ce